pendant ces 3, 4, 5 jours où cette bataille s'est livrée dans Paris, avec nos bicyclettes, en faisant des allers-retours constants, on leur disait où ça en était, que la préfecture avait été prise, que Matignon avait été pris, et qu'il y avait des barricades dans Paris. Voilà. Bon, enfin, il y a eu des tas de morts, on le sait. Voilà. Nous en sommes tirés. Ici, radiodiffusion de la nation française. Mardi 22 août, 10 journaux sortent des imprimeries. Les Parisiens s'arrachent ces feuilles qui leur apportent des informations enfin libres. Voici Albert Camus, déjà connu comme écrivain, qu'on découvre rédacteur en chef de Combat. Il a fallu 5 années de lutte obstinée et silencieuse pour qu'un journal né de l'esprit de résistance, publié sans interruption à travers tous les dangers de la clandestinité, puisse paraître enfin au grand jour dans un Paris libéré de sa honte. Cette joie bouleversée qu'on commence à lire sur le visage des Parisiens est aussi, et plus encore peut-être, la nôtre. La tâche qui nous attend est d'un tel ordre et d'une telle grandeur qu'elle nous contraint de faire taire le cri de notre joie pour réfléchir aux destinées de ce pays pour lequel nous nous sommes tant battus. À la Libération, la presse de la Résistance a une chance absolument incroyable, c'est de dire qu'elle a été la seule, au fond, à avoir le droit de paraître. Car tous les journaux qui avaient soit collaboré, soit qui, au fond, avaient continué de paraître sous Vichy, à de très rares exceptions près, n'ont plus eu le droit d'être publiés. Ce qui veut dire que la presse de la Résistance, à la Libération, est véritablement une presse de renouveau. Et dans cette presse de renouveau, vous avez deux schémas. Vous avez une presse nouvelle, mais qui va se couler, au fond, dans la presse commerciale. Et puis l'autre modèle, c'est Combat, c'est-à-dire un journalisme exigeant qui refuse justement de transiger avec des impératifs commerciaux et qui essaye de prolonger, au fond, dans la période de l'après-guerre, les espérances de la résistance. Et d'un seul coup, Combat est devenu le journal que lisaient les gens un peu évolués et tout. On voyait des gens dans le métro en train de lire Combat. Parce que c'était un nouveau ton. Un ton que personne ne connaissait finalement. Le ton des éditoriaux de Camus. Ces années n'ont pas été inutiles. Ayant commencé par la résistance, les Français veulent en finir par la révolution. C'est dans les jours qui viendront, par nos articles successifs, comme par nos actes, que nous définirons le contenu de ce mot. Révolution. Mais pour le moment, il donne son sens à notre goût de l'énergie et de l'honneur, à notre décision d'en finir avec l'esprit de médiocrité et de puissance d'argent, avec un état social où la classe dirigeante a trahi tous ses devoirs et a manqué à la fois d'intelligence et de cœur. Nous voulons réaliser sans délai une vraie démocratie populaire et ouvrière. Camus avait l'idée qu'on ne pouvait pas recommencer les combats politiques, politicards, politiciens, tout ce que vous voudrez de la Troisième République, l'univers des partis, etc. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il dirait? Et il voulait, encore une fois, un journal qui donne au public, au lecteur, une indication politique et morale, surtout morale, de ce que doit être un citoyen et une république. L'idée de refonder, de renouveler complètement la société dans laquelle on est, ça on ne le retrouve pas dans chaque guerre. Je crois qu'à la fin de la Première Guerre mondiale en France, il y a l'idée qu'il n'y aura plus jamais de guerre. Mais il n'y a pas cette idée de refondation. C'est quand même la République, finalement, qui a mené cette guerre et qui l'a gagnée. Donc, la chose est très différente. La situation en 44-45 est très particulière parce que, bon, certes, la France s'intègre dans le camp des vainqueurs et une partie d'entre elles est dans le camp des vainqueurs, mais il y a une autre partie d'entre elles qui n'est pas du tout dans le camp des vainqueurs. C'est un pays qui a été battu. Donc on sent qu'il y a là une complexité extrême pour la société française à gérer ça.
À la Libération, l'histoire s'accélère. L'Allemagne et le Japon n'ont pas encore capitulé. La Seconde Guerre mondiale se poursuit. De Gaulle, à la tête du gouvernement provisoire, prend des communistes et des socialistes dans son gouvernement. La Troisième République est abolie par référendum. Les Français se passionnent pour l'actualité. Par manque de papier, les journaux sont rares. Alors pour s'informer, on se masse au siège des quotidiens où les dépêches sont affichées. Rapidement, un sujet qui divise le pays prend le pas sur tous les autres. L'épuration. Pendant des mois, vous vous affrontez par journaux interposés à François Mauriac, écrivain célèbre, ancien résistant, éditorialiste au Figaro, catholique. La polémique fait le délice des lecteurs. Le peuple aspire à la concorde, à la réconciliation nationale. Une œuvre d'épuration à l'échelle d'un pays ne s'improvise pas. Des mécontents se plaignent, ceux qui dénoncent la lenteur à frapper les coupables. Le jour où la première sentence de mort sera exécutée dans Paris, il nous viendra des répugnances. Mais il nous faudra penser alors à tant d'autres sentences de mort qui ont frappé des hommes purs, à de chers visages retournés à la terre, et à des mains que nous aimions serrer. Je ne jurerai pas que l'éditorialiste de combat ait très bien compris ma pensée. Le système judiciaire ne saurait émouvoir un homme résolu à sacrifier une part vivante de lui-même pour sauver son âme. Les inquisiteurs aussi brûlaient les corps pour sauver les âmes. L'ensemble de la société française est finalement déchiré dans une sorte de tension qui est d'un côté, il faut s'éloigner de la guerre parce que on n'en veut plus, on n'en peut plus, on aspire évidemment à sortir de cette guerre, mais d'autre côté, il serait inenvisageable de ne pas épurer la société pour reconstruire la France. Il y a vraiment l'idée dans l'épuration que c'est une rénovation et que la reconstruction ne peut passer que par une épuration bien faite. Donc l'enjeu est énorme, aussi bien politique, mais je dirais presque social, individuel. Dans chaque village, dans chaque partie du territoire français, on ne peut imaginer une France rénovée, renouvelée, renaissante que si l'épuration a bien lieu. Un pays qui manque son épuration se prépare à manquer sa rénovation. Les nations ont le visage de leur justice. La nôtre devrait avoir autre chose à montrer au monde que cette face désordonnée. Faute de cela, nous allons avoir besoin de dérisoires consolations. On voit bien que M. Mauriac a raison. Nous allons avoir besoin de charité. Quel dommage que notre jeune maître, quai des clartés surtout, n'ait daigné nous en fournir aucune sur cette loi, faute de laquelle, nous dit-il, nous allons avoir besoin de dérisoires consolations. Il ajoute avec le sourire supérieur qu'on lui devine, nous allons avoir besoin de charité. Monsieur Camus, de très haut, du haut de son œuvre future, j'imagine, se permet de juger. Ces propos dégagent pour moi une tristesse de mort. Chaque fois qu'à propos de l'épuration j'ai parlé de justice, M. Mauriac a parlé de charité. Et la vertu de la charité est assez singulière pour que j'aie eu l'air, réclamant la justice, de plaider pour la haine. J'ai l'impression à cet égard que M. Mauriac lit très mal les textes qu'il se propose de contredire. Je vois bien que c'est un écrivain d'humeur, et non de raisonnement. Pour finir, M. Mauriac me jette le Christ à la face. Nous sommes quelques-uns dans ce monde persécutés à avoir le sentiment que si le Christ est mort pour certains, il n'est pas mort pour nous. Nous refuserons jusqu'au dernier moment une charité divine qui frustrerait les hommes de leur justice. 3 semaines plus tard, l'écrivain Robert Brasillac, collaborateur actif, est condamné à mort. Preuve que les choses ne sont pas manichéennes, vous signez avec Mauriac une pétition pour demander sa grâce. En vain, Brasillac est exécuté le 6 février 1945. Au sujet de l'épuration, 2 ans plus tard, vous confierez que Mauriac avait vu juste. En quelques mois, vous faites appel à Sartre, à Simone de Beauvoir ou à Malraux pour écrire dans Combat.
Décidément, le journalisme est loin d'être un genre mineur à vos yeux. Et l'édito de Camus était la chose essentielle, qui donnait le là, si on veut. On dit bon, ce numéro, et c'était pas n'importe quoi, c'était pas seulement le quotidien des jours, mais c'était aussi le quotidien de la